Alex, je pense que nous pouvons trouver un indice dans la stratégie de sécurité nationale de l'administration Trump. Dans cette stratégie, il parle essentiellement de se concentrer sur l'hémisphère occidental. Et on voit bien qu'ils veulent convaincre tous ces gouvernements d'Amérique latine, en commençant par le Nord, le Canada, le Mexique, jusqu'au Brésil et à la Colombie, que le roi, c'est les États-Unis. Il faut comprendre cela. Alors, quelle pourrait être la solution à cela? Faut-il intervenir au Venezuela, intimider, montrer une certaine force? Parce qu'en sortant du Venezuela, Donald Trump m'a dit quelque chose d'incroyable. Je n'ai aucune raison de comprendre cela. Je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Il a dit « Regardez ce que nous avons fait au Venezuela et regardez ce que la Russie fait en Ukraine. » Pour moi, ce n'est même pas comparable, car la nature des deux conflits est complètement différente. Il ne s'agit pas d'un conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Il n'y a pas de guerre entre eux. Pendant ce temps, la Russie mène une guerre d'usure contre l'ensemble de l'OTAN, contre tout l'Occident. Comparer la situation en Ukraine à ce qui s'est passé au Venezuela est tout simplement puéril, tellement superficiel quand on regarde les propos de Donald Trump. C'est pourquoi je pense que beaucoup d'entre nous sont confus quant à ce qui se passe avec l'administration Trump. Nima, honnêtement, j'ai arrêté d'écouter ce que dit Trump, parce qu'il me semble qu'une grande partie de ses déclarations sont calculées pour provoquer une indignation émotionnelle. Et je n'y suis pas insensible. Quand j'ai entendu la nouvelle concernant le Venezuela, j'étais en voyage, mais évidemment, on reçoit des informations partout. J'ai été profondément déçu. Je me suis dit c'est une trahison totale de tout ce que nous pensions qu'il représentait. Mais ensuite, tu sais, Trump fait ça exprès. Il met tout le monde en ébullition et chacun se concentre émotionnellement sur un sujet pendant qu'il fait toute autre chose. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont suivi cette vague d'indignation et qu'ils se sont mis à insulter Trump. Et ils le condamnent de toutes les manières possibles, comme un fou, un maniaque, un babouin à la face orange, toutes sortes de choses que j'ai entendues. Mais vous savez, quand on fait ça, on ne réfléchit pas, on n'analyse pas vraiment ce qui se passe. J'essaie d'ignorer les pitreries de Trump et de comprendre ce qu'il pourrait être en train de faire. Parce que, vous savez, il y a une possibilité que Trump soit un fou. D'accord, c'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'ait influencé et qu'il exécute les ordres de ces mondialistes à travers le monde, Wall Street et la City de Londres, en gros. Et puis il y a la possibilité qu'il tienne ses promesses, mais d'une manière que nous ne pouvons ni comprendre ni suivre. Je ne pense pas qu'il soit fou. J'ai observé certains épisodes pendant l'administration Trump qui montrent très clairement que son équipe sait ce qu'elle fait, du moins en ce qui concerne les Balkans et la guerre en Ukraine. Je pense qu'ils ont joué un rôle très constructif dans les deux cas. Ce qu'il fait au Venezuela, je ne peux pas le dire. Mais il me semble que ces déclarations qu'il fait... Bon, tout d'abord, il faut comprendre que Trump a été en partie façonné par sa carrière d'animateur de jeux télévisés et par son passage à la World Wrestling Federation. Peut-être que cela l'a influencé dans le sens où, lorsqu'il obtient un certain succès, il en tire le maximum parce qu'il veut impressionner. C'est ça le point. C'est ça le point. Oui. Allez-y. Vous voulez impressionner tout le monde et vous voulez effrayer vos adversaires pour qu'ils ne se défendent pas, pour qu'ils baissent les bras et disent « Oui, monsieur, nous ferons comme vous dites ». Eh bien, vous savez, l'enlèvement de Nicolás Maduro, les gens disent « Oh, quelle précision, quelle opération chirurgicale parfaite, quel génie, quelle compétence phénoménale ». Oui, sauf si c'est un accord convenu.
Parce que vous savez, vous êtes arrivé avec 4 hélicoptères. Je crois que c'était 4, peut-être plus ou moins, mais quand même. Et d'abord, vous avez dit que personne n'avait été blessé, et vous avez capturé non seulement le président, mais aussi sa femme. Sortir une seule personne sans blessure est déjà assez compliqué. Alors 2, et vous avez largué, disons, des bombes de 500 livres, et le système de sécurité ne s'est pas réveillé. Je trouve cela très peu probable. Je dirais donc très probablement que c'était un accord. Et puis, si l'on remonte le temps de quelques semaines, 2 ou 3 semaines en décembre, nous avions des déclarations de Trump. Il disait « Nous sommes très proches d'un accord ». Il n'a pas précisé de quel type d'accord il s'agissait, mais il disait « Nous sommes très proches d'un accord, nous discutons avec les Vénézuéliens », et ainsi de suite. Et ensuite, il y a eu des déclarations de Nicolás Maduro lui-même, qui parlait de ses conversations avec Donald Trump. Et Maduro disait « Non, non, elles ont été très cordiales et respectueuses ». Eh bien, il parlait manifestement d'une forme d'accord. Peut-être que c'était de cet accord-là qu'il parlait. Je ne sais pas, Nima, pas mieux que quiconque, mais je pense qu'il faut essayer de prendre le plus de contexte possible pour comprendre ce qui se passe. Et à 100%, la plus grande partie de l'humanité, dont le siège se trouve dans la City de Londres, est ce vaste réseau de blanchiment d'argent, des institutions supranationales et mondiales qui bénéficient d'une immunité juridique absolue et sont intouchables par les forces de l'ordre de n'importe quel pays. Donc, quand les gens disent que Trump détruit le système du droit international, il faut être rigoureux dans l'étude de ce qu'est ou n'est pas le droit international. Ce n'est pas simplement « Oh, nous n'allons pas nous attaquer les uns les autres ». C'est qu'il existe 76 pays abritant des organisations internationales reconnues, y compris des banques, Gavi, l'Alliance pour les vaccins, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie, toutes jouissant d'une immunité totale, ce qui signifie que leurs locaux sont inviolables, leurs archives sont inviolables. Vous ne pouvez même pas entrer dans leur bureau pour mener une enquête. Et si vous obteniez l'un de leurs documents, ils ne seraient pas recevables devant un tribunal, car vous les auriez obtenus illégalement, parce que légalement, c'est tout simplement impossible. Ils bénéficient donc d'une immunité juridique totale et peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il me semble que Trump est devenu incontrôlable parce qu'il s'en prend précisément à cet ennemi. Et puis, si l'on remonte 12 ans en arrière, en 2014, on trouve Viktor Ivanov parlant du même ennemi et disant « c'est l'ennemi de l'humanité ». C'est là que tout se joue. Peut-être que c'est la cible, mais nous le découvrirons. Alex, je crois vraiment que ce que fait Donald Trump provoque une sorte de réaction négative. Par exemple, au Brésil, que je suis de près, dont je connais la société, où je vis, le problème, c'est que la mentalité américaine est totalement différente de celle que nous avons en Amérique latine. En Amérique latine, on n'appelle pas cela soccer, on dit football. Il faut comprendre que ce genre de jeu, si important aux États-Unis, ont de nombreuses conséquences. Mais les fans aux États-Unis et beaucoup de gens en Amérique latine ne se soucient pas des mêmes choses. Ils veulent voir quel en sera le résultat pour eux. C'est pourquoi je pense que l'administration Trump, tout le concept de cette administration, passe à côté de l'essentiel en Amérique latine. Elle pourrait nouer des amitiés avec le Brésil, avec la Colombie, avec tous ces pays d'Amérique latine, d'une manière très différente. Mais il semble que, d'une certaine manière, l'héritage de l'Empire reste si influent, même sur les politiques actuelles de l'administration, qu'il ne se soucie pas des populations d'Amérique latine. Il faut communiquer avec ces peuples. Il faut conclure des accords avec eux.
On ne va pas les forcer à faire quelque chose, car après tout, on voit bien ce qui se passe avec la Russie, la Chine et les changements de ce genre qui sont en cours. Ce sont des transformations colossales, et tout le monde en est témoin. Il faut comprendre que si l'on veut un avenir meilleur, il faut de nouvelles amitiés, de nouveaux partenariats, pas de nouveaux ennemis. Et ce concept est-il seulement envisagé par l'administration actuelle? Je ne le crois pas. C'est bien là le problème. Je ne sais pas, Nima, mais je vais dire ceci. Je pense que cela dépend du peuple. En fin de compte, du peuple américain et des peuples de pays comme le Brésil et le Venezuela, entre autres. Ce que nous voyons actuellement au Venezuela, c'est une réaction très forte et passionnée contre l'ingérence américaine et l'enlèvement de Nicolás Maduro. Et si des millions de personnes descendent dans la rue en disant « Non, nous n'accepterons pas cela », alors les gens aux États-Unis devront en prendre note et se dire « Eh bien, il va être très difficile pour nous de changer les cœurs et les esprits de la manière dont nous avons commencé, en pensant que nous pouvions simplement les brutaliser pour les soumettre. » Alors, il faut se montrer aimable avec eux, parce qu'ils sont armés, parce qu'il y a entre 1,5 million et 3 millions de ces collectivos impliqués, qui sont dispersés. La plupart sont ruraux. Ils connaissent leur jungle, tandis qu'on ne peut pas envoyer assez de troupes au Venezuela pour les combattre par la force. Donc, soit on doit dire « D'accord, nous ne pouvons pas prendre leur pétrole, nous ne pouvons pas investir des dizaines de milliards de dollars ici pour extraire leurs ressources. Peut-être devons-nous conclure un bon accord avec eux. » Voilà une chose. Et puis nous avons aussi vu aux États-Unis même de nombreuses manifestations dans les rues de citoyens américains qui disent « Nous n'avons pas voté pour ça, nous sommes totalement contre. » Et les membres de l'administration Trump vont devoir en tenir compte eux aussi, car on ne peut pas forcer tout le monde à se soumettre en les traitant, je ne sais pas, d'antisémites ou de tout autre qualificatif qu'on voudrait leur donner. Il va falloir les prendre en considération. Je pense que cela devient assez évident, car à l'époque d'avant Internet, avant YouTube, avant les réseaux sociaux, nous étions en quelque sorte obligés de croire ce que nous entendions à la radio, voyions à la télévision et lisions dans les journaux. Nous ne soupçonnions pas jusqu'où ils allaient pour nous mentir. Nous ne soupçonnions pas qu'ils avaient construit de véritables studios avec du matériel d'effets spéciaux pour nous montrer des images complètement fausses, du genre « Oh, regardez, les Allemands transpercent des bébés à la baïonnette en Belgique. » N'est-ce pas? Eh bien, cela ne fonctionne plus. Et l'ampleur de ce dysfonctionnement se voit même dans ce dont ils parlent. Toutes ces personnes comme Ursula von der Leyen, Kaja Kallas et Klaus Schwab font des crises à propos de la désinformation et de la mésinformation. Klaus Schwab, je crois que c'est cette semaine, a publié un article dans le magazine Time où il se lamente essentiellement d'avoir perdu le contrôle. Ils n'ont aucun contrôle. Ils sont incapables de mettre en œuvre des politiques et de les mener à bien parce que, eh bien, tu sais, ils disent que les gens ne les croient plus, que la confiance est rompue et que les gens ne peuvent plus discerner la vérité. Ce n'est pas ça. La confiance dans vos structures est brisée et les gens savent que vous ne leur dites pas la vérité. À la place, les gens se tournent vers d'autres sources, tu sais, comme, entre autres, ton podcast, pour essayer d'entendre des explications et des informations qu'ils jugent peut-être « cela semble un peu plus crédible, plus convaincant que ce qu'on me dit sur CNN. » Donc je pense qu'au final, l'effet complet de tout cela, c'est que les gens ne suivent plus la ligne du discours officiel. Alors, quand on leur dit « Oh, les Russes arrivent »,
J'imagine que vous allez devoir sacrifier vos enfants. Les gens ne répondent pas. Oui, c'est mon devoir patriotique de sacrifier mes enfants. Ils disent non, nous ne sommes pas d'accord. Vous ne pouvez pas prendre mes enfants. Je ne partirai pas en guerre pour vous, et eux non plus. Et maintenant, ils voient qu'ils ne peuvent pas amener la population à se faire vacciner complètement. Ils ne peuvent pas nous faire accepter des rappels semestriels ou trimestriels. Plus personne ne croit à l'histoire du climat. Plus personne ne croit à la guerre contre la Russie, et ainsi de suite. Le soutien du public à Israël s'est effondré de manière irréversible. Il ne reviendra pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'ils devront changer de cap, car la pression publique les y contraint. Je pense que l'administration Trump devra elle aussi tenir compte de cette pression. En somme, elle devra se montrer conciliante envers la population et répondre à ses aspirations et à ses revendications. En fin de compte, il n'est même pas si important de savoir qui est vraiment Trump, s'il est réellement un fou, s'il est compromis ou s'il s'agit d'un genre de gangster rusé jouant aux échecs en 5 dimensions. Cela n'a pas d'importance. Au bout du compte, tout le monde devra tenir compte des exigences populaires et orienter la politique dans la direction voulue par le peuple. Alex, je pense que beaucoup de personnes dans notre public se méfient énormément de Donald Trump, parce que regardez qui est proche de lui en ce moment. Lindsey Graham. Chaque fois que Trump parle, Lindsey Graham est là. Je ne comprends pas pourquoi il est là, ni quel avantage il y a à avoir Lindsey Graham au sein de l'administration. Et vous savez, il pousse actuellement pour davantage de sanctions contre la Russie. Et Donald Trump dit « Vas-y, fais-le ». Laissez-moi vous passer un extrait de Tucker Carlson expliquant ce qui se passe aux États-Unis et à quel point la situation entre les États-Unis et la Russie est cruciale. Voici ce qu'ils ont dit. Les signes indiquent que nous allons bientôt connaître une grande guerre. Le président a annoncé qu'il augmentait le budget du Pentagone de 1 000 milliards à 1 500 milliards de dollars. Il vient tout juste de l'annoncer. C'est le genre de budget qu'un pays qui anticipe une guerre mondiale ou régionale fixe pour son armée. De toute évidence, nous avançons dans cette direction vers une guerre mondiale. Désolé. Alors, comment se positionner face à cela? Eh bien, on regarde une carte et on se demande quelle zone veux-je contrôler? Où se trouvent les routes commerciales? Qui détient les ressources? Et si l'on faisait cet exercice, on arriverait à la conclusion la plus évidente de toutes. Les États-Unis doivent entretenir une relation avec la Russie pour survivre à une telle situation. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ces personnes, même au sein de l'administration Trump, on ne peut pas l'ignorer. Je suppose que la première chose que cette administration aurait dû traiter, c'est le conflit en Ukraine. En regardant ce qui s'est passé depuis que Donald Trump a pris le pouvoir, l'attaque contre les bombardiers nucléaires, puis l'attaque que le gouvernement russe affirme avoir visé la résidence de Poutine en Russie. Si quelqu'un fait cela, il faut le reconnaître. Il faut voir la menace que représente ce type de mouvement. Parce que d'une certaine manière, les Russes ont perdu patience. Alex, tu te souviens, avant février 2022, la Russie a tout fait, absolument tout, pour négocier avec l'Occident, avec les États-Unis et les Européens. Ils ont perdu patience, et ensuite, ils sont entrés en Ukraine pour combattre les Ukrainiens et l'OTAN ensemble. Et il semble que ce type d'escalade mène vers le même genre de résultat. Si un affrontement éclatait entre les forces russes et les forces américaines, ou peut-être britanniques, ce serait énorme, un chaos total, quelque chose qui deviendrait incontrôlable, impossible à gérer ou à maîtriser. Oui, mais tu sais, je serais très prudent à ce sujet.
Parce que si Trump augmente le budget militaire de 1000 à 1500 milliards de dollars, il faut regarder sur quoi il va dépenser cet argent. Je sais que, par exemple, le département de la Défense investit d'énormes sommes d'argent, des dizaines, voire des centaines de milliards, dans des raffineries de métaux rares, entre autres choses. L'Amérique a perdu en compétitivité, et elle l'a perdu face à des pays comme la Russie et la Chine, n'est-ce pas? Et la Russie et la Chine ont un modèle de capitalisme d'État, parce que l'État dit « D'accord, nous allons développer notre économie dans cette direction ». Et puis, ils financent, vous savez, les universités et les organismes de recherche, et ils accordent des crédits pour ce type de développement. L'État est en quelque sorte le capitaine du grand navire. Et ensuite, en aval de l'État, il y a les entrepreneurs. Quand on arrive au bas de la hiérarchie, on trouve le véritable capitalisme de libre marché, où les entreprises privées font le travail, mais ce n'est pas aléatoire, c'est dirigé par l'État. Ainsi, c'est finalement l'État qui alloue d'énormes montants de capitaux à l'intelligence artificielle, à l'énergie nucléaire, à l'énergie solaire, à la fabrication automobile, et ainsi de suite, n'est-ce pas, en Chine. Alors qu'aux États-Unis, tout est privé, parce que c'est idéologiquement la seule voie possible dans le capitalisme de libre marché occidental. Et par conséquent, toute la richesse de la société finit en quelque sorte par se concentrer dans les banques de Wall Street. L'industrie est vidée de sa substance et la compétitivité se perd année après année. Donc, si l'on veut inverser cette tendance, il faudra revenir à une forme de capitalisme d'État. D'un point de vue idéologique, c'est presque impossible à vendre. C'est invendable aux États-Unis. Mais si on le présente sous l'angle de la sécurité nationale, du patriotisme, de l'armée américaine, avec tout le discours qui va avec, alors les gens disent « D'accord, il faut être fort, il faut être puissant, nous avons la plus grande armée du monde, et ainsi de suite. Mais il faut examiner en détail chaque poste budgétaire pour voir à quoi tout cela est réellement alloué. Que les États-Unis fassent la guerre à la Russie n'a absolument aucun sens. Ce serait complètement suicidaire. Et pourquoi faire? Tu vas conquérir la Russie et la posséder? Et si tu y parvenais, ensuite, tu aurais quoi? 140, 150 millions de Russes qui ne veulent pas de toi là-bas. Napoléon a essayé. Hitler a essayé. À quel point faut-il être stupide pour faire de cela ta politique? Et n'oublions pas, c'était quoi, il y a 3 semaines? Dmitri? Non. Shostakovich. Kirill, aide-moi. Kirill Dmitriev. Oui, Kirill Dmitriev était en Floride. Et il se tapait presque dans la main, disant qu'il n'y aurait pas de guerre, qu'ils étaient d'accord sur toutes sortes de choses. Et maintenant, tout à coup, Trump essaie de tuer Poutine et de prendre la Russie. D'accord, des sanctions. Les Russes s'en moquent. Les Russes s'en moquent littéralement. Russians don't care. Russians literally don't care. Sanction away. It doesn't hurt us. Sanctionnez autant que vous voulez. Cela ne nous fait pas de mal. Finalement, toutes les sanctions contre la Russie finiront par être levées. Donc, jusqu'à un certain point, toutes ces petites piques lancées dans leur direction n'ont aucune importance. Et puis, la dernière chose, la raison pour laquelle je veux être très prudent avant d'exploser en une juste indignation contre Trump est la suivante. S'il est fidèle à son intention déclarée d'attaquer ces oligarchies financières de Wall Street et de la City de Londres, il doit dissimuler son jeu. Il ne peut pas le faire ouvertement. Il ne peut pas les mettre en alerte. Alors je dirais, imaginez que vous viviez dans une ville brutalisée par une sorte de mafia, n'est-ce pas? Ils forçaient tout le monde à payer de l'argent pour leur protection. Ils étaient, je ne sais pas, en train de brutaliser leurs enfants, leurs femmes, et ainsi de suite. Et cette bande est bien trop puissante pour que quiconque dans la ville puisse la renverser. Alors quelqu'un dit, d'accord, il faut les faire tomber. Mais avant cela, il faut infiltrer leur organisation, n'est-ce pas?
C'est ce que font les policiers infiltrés. Un policier infiltré doit pénétrer dans l'organisation pour en apprendre les faiblesses, découvrir qui sont les nœuds clés, les acteurs les plus puissants, et ainsi de suite. Et pour y parvenir, il faut gagner leur confiance. Donc, à un moment donné, votre policier infiltré va paraître aussi corrompu que possible aux yeux de tous ceux qui observent de l'extérieur. Mais si vous le retirez, vous venez tout juste de sceller votre esclavage envers cette bande, n'est-ce pas? You've just cemented your slavery to this mob, right? He's your only hope of salvation. C'est votre seul espoir de salut. Donc je dirais que tant que vous n'êtes pas sûr que Trump est votre ennemi, ma position est que je suis agnostique. Je crois dans le peuple américain, le peuple russe, le peuple vénézuélien, et ainsi de suite. Je pense que les gens, collectivement, ont tendance à aller dans la bonne direction. En ce qui concerne les politiciens, il est très difficile d'en être certain. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que Poutine est un acteur positif dans les affaires mondiales. Et pour Trump, je dois dire que je suis agnostique, parce que je ne sais pas, parce qu'il fait en sorte que personne ne sache. Et puis un jour, vous savez, il réduit le calendrier vaccinal aux États-Unis, passant d'environ 70 à, je crois, 55 vaccins. Eh bien, je trouve que c'est très bien. Well, I think that's great. And now he's going to Davos, where he's going to say that Et maintenant, il va à Davos, où il va dire que nous allons interdire aux entreprises de posséder des maisons unifamiliales. Eh bien, c'est une bonne chose, non? Parce qu'il a dit que ce sont des gens qui vivent dans des maisons, pas des entreprises. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il fait qui me donnent de l'espoir, qui me font penser qu'il agit correctement et positivement pour le peuple américain. Et c'est donc très difficile pour moi de me dire ensuite « Ah oui, et puis il va déclencher la Troisième Guerre mondiale contre la Russie, essayer d'assassiner Poutine, changer le régime en Iran, et toutes ces folies qu'ils ne sont même pas capables de réaliser. Sans parler du fait, pourquoi ferait-il ça? Donc vous savez, avant de pendre le flic infiltré, assurez-vous au moins, doublement, qu'il est vraiment corrompu, plutôt que peut-être votre salut potentiel. that he's a dirty player rather than maybe your potential salvation. Il existe une idée, Alex, selon laquelle l'Iran et la Russie, enfin la Chine, devraient avoir moins peur des États-Unis que les pays membres de l'OTAN. Avec ce qui se passe au Groenland, avec ce qui se passe au Canada, d'une certaine manière, le gouvernement britannique est terrifié. Il n'en parle pas, mais on sent bien qu'il s'inquiète vraiment de ce qui pourrait arriver au Canada à long terme ou de ce qui pourrait advenir du Groenland. Comment vois-tu la politique interne de l'OTAN? Comment perçois-tu la politique de communication entre les pays de l'OTAN, les États-Unis et les Européens, en ce qui concerne le Groenland? Et comment vois-tu l'évolution de l'OTAN au fil du temps? Je pense que tout est en train de s'effondrer, Nima. Je crois qu'on vient d'avoir les 3 imbéciles à Paris qui ont signé une sorte d'engagement envers l'Ukraine. C'est tellement étrange. On dirait des gens qui soutiennent un cadavre. Tu sais, comme quand on prend un cadavre et qu'on le redresse avec des bâtons pour faire croire à tout le monde qu'il est encore vivant et qu'il peut se battre. Mais je pense que c'est perdu et sans espoir. Maintenant, tout le monde dit « Oh, eh bien, si Trump prend le Groenland, ce sera la fin de l'OTAN. » Trump prend le Groenland. Tu sais, il plaisante pas avec ça. Et je pense qu'il vise aussi le Canada. Donc, encore une fois, il y aura des gens pour dire « Eh bien, il est en train de déchirer le système du droit international, l'ordre fondé sur des règles, blablabla. » The system of international law, the rules-based order, blah, blah, blah. Well, Eh bien, vous savez, l'ordre actuel fondé sur des règles est tellement profondément corrompu qu'il doit être démantelé. Il faut vraiment le démanteler. Il doit être entièrement réformé. Et si Trump s'en charge, alors c'est peut-être un pas dans la bonne direction. S'il le fait, en coopération avec les Russes et les Chinois, j'ai d'autant plus confiance que c'est un pas dans la bonne direction.
Parce que, vous savez, il faut commencer à comprendre la nature de l'argent et du crédit. Il faut commencer à comprendre la nature des centres financiers offshore. Il faut comprendre le sens du blanchiment d'argent, qu'on appelle à juste titre la mère de tous les crimes, parce qu'il rend tous les autres crimes possibles, parce qu'il les rend rentables. Si le crime ne rapportait rien, une grande partie disparaîtrait. Mais ce sont les banques qui pratiquent le blanchiment d'argent qui s'assurent qu'ils rapportent. But it's the money laundering banks that make sure that it pays, and it's a huge source of funds for them. Et c'est pour eux une immense source de financement. Vous savez, je pense que nous devons en apprendre beaucoup plus sur les organisations mondiales qui bénéficient d'une immunité juridique absolue à travers le monde. Beaucoup d'entre elles sont des banques et beaucoup d'autres sont des organismes impliqués dans la régulation de l'agriculture. Nombre d'entre elles sont également liées à la santé publique, des choses comme les vaccinations et ainsi de suite. Elles sont littéralement intouchables. Cela fait aussi partie du droit international. Et si vous ne pouvez pas toucher les criminels, eh bien, vous êtes à leur merci. Un cas très concret de cela, c'est ce avec quoi nous avons commencé au Canada. And you know, a very concrete case is what we started with Canada, because you know, in Canada they have this. Parce que, tu sais, au Canada, il existe quelque chose qu'on appelle la règle Stinchcombe, qui stipule que si l'on enquête sur un trafiquant de drogue au Canada, les autorités doivent l'informer qu'il fait l'objet d'une enquête, qu'il est la cible de cette enquête, apparemment pour des raisons d'équité, de droits humains et blablabla. Mais cela signifie que, même si le Canada est un maillon essentiel du trafic de drogue, d'êtres humains et d'armes vers les États-Unis, personne au Canada n'a été inculpé. Même s'ils ont pris la TD Bank pour blanchiment, même s'ils ont démantelé un super laboratoire en Colombie-Britannique, personne n'est allé en prison. Et les autorités canadiennes bloquent systématiquement les tentatives américaines d'enquêter sur ces réseaux et de les démanteler. Ce qui signifie que si vous passez par les voies légales, vous êtes simplement à la merci de ces gangs criminels. Et pour comprendre à quel point la situation est grave, Nima, cela présente de nombreux points communs avec les guerres de l'opium. Les guerres de l'opium ont détruit la Chine à partir des années 1830 et l'ont ensuite soumise à un siècle d'humiliation. La Chine était alors la principale superpuissance économique mondiale, une civilisation vieille de 6000 ans qui a été renversée par les guerres de l'opium menées par l'Empire britannique. Conducted by the British Empire. And today, you have in the United States. Et aujourd'hui, aux États-Unis, du nord au sud, ils sont pratiquement encerclés par ces gangs qui inondent le pays de millions de migrants illégaux et déversent des flots de méthamphétamine, de fentanyl, d'herbes et de toutes sortes de drogues provenant de laboratoires au Canada. Et si l'on regarde à quoi ressemblent les rues des villes américaines, il ne faut pas être un génie pour comprendre que les États-Unis se trouvent à la réception d'une guerre de l'opium du XXe siècle. Et leurs mains, enfin, au sens juridique, les mains des autorités américaines, sont liées. Ils ne peuvent pas se défendre contre cela. Nous devons donc prendre tout cela en considération avant de pendre l'agent infiltré qui pourrait, vous savez, mener une sorte de stratagème pour faire tomber ces organisations. Scheme to take these organizations down.